Vous êtes trop nombreux, je vais être obligée de faire bouger la caméra. Ou alors il faudrait que vous vous serriez un petit peu. Tenez-vous chaud. Serrez-vous. Que j'en ai au moins 3. Non, rapprochez vos chaises. Voilà. Voilà, bon, j'en ai 3. Je vais pas mettre vidéo club parce qu'il y a trop de temps mort sur le... Ah bon? Il est sympa, tu ne l'as pas Il l'a pas rentré? Demande-lui de le rentrer, c'est vachement bien. J'aime beaucoup, moi. Tu peux commencer par les pirouettes. Ok. Bah, sinon, trouve-moi dans la base, trouve-moi un titre jazzy bien connu de tout le monde, en premier. Ou une belle création, tu sais, comme tu m'as fait l'autre jour. Les casques ou... Pardon? Les casques ou... Alors, les casques, quand vous parlez, c'est bien parce que ça vous montre si vous êtes en dehors du micro. Voilà, ça sert à ça. Et le bouton des volumes sont là. Il doit être par là, le volume. Parce qu'il y a des sourds, quelquefois, qui mettent à fond la caisse. En tout cas, merci à vous tous d'être là ce matin. C'est sympa. Merci à vous. Est-ce que je mets ça? Coucou, c'est Delphine Lemoine. Je vous invite à me retrouver On va jusqu'à 9h03 là. tous les vendredis de Ah bon? 15h. Ouais. Tu nous as fait speeder pour rien. Bah écoute, normalement 9h puisqu'il n'était pas là, mais je vois qu'il y a Alors, des choses derrière. qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet sympa et ludique et original à part on a les stylos et sacoches, on des connaît. mugs en bambou, des mugs isothermes en bambou. Ok. La partie extérieure est en bambou, l'intérieur est en acier. 8 octobre pour un concert et une conférence avec des mots révélés. Mardi 8 octobre. Mais les stylos, en fait, c'est plus les matériaux. Par exemple, les stylos, maintenant, on est sur de l'amidon de maïs, sur de l'aluminium recyclé. Les subtilités, vous pourrez assister à la conférence du professeur de lexicologie Jean Pruvot. On part sur des sacs en coton biologique. Enseignant à l'université de Cergy-Pontoise, il est également chroniqueur de langue sur le move avec les Vous êtes installé où? On est sur Paris. C'est ça, hein? Ouais, parce que je me dis que peut-être vous êtes plus installé vers Bordeaux. Et l'usine qui fabrique ça, c'est fait où? Alors ça, c'est fait en Asie. Ah, vous faites un C'est fait en Asie pour l'instant. C'est une première étape et puis on est en train de le développer en fabrication européenne, puisqu'on fait aussi de la fabrication européenne. Mais ça demande pas mal de techniques. Pour garder la forme, jeudi 10 octobre, au programme rencontre avec... Et on essaye de travailler aussi sur un modèle éco-conçu. Tiens, vous devriez contacter mon cousin qui a une société de glace. Ça s'appelle Barbarac à Saint-Tropez. Je suis sûre que ça l'intéresserait pour ces glaces. Barbarac. Ouais. Et l'agenda des villes, c'est aussi au Je vous marché renverrai un mail. Cormeilles en Parisie qui fête le rugby, une animation spéciale. Et puis vous, donc je vous ai dit sera qui proposée Ouais. le samedi C'est noté. de 8h30 à 12h30 avec un Moi, je donnerai le nom du directeur général. à travers les étals à la rencontre des visiteurs et sous la forme d'un jeu quiz, les commerçants feront gagner de nombreuses surprises. 98 FM, c'était l'agenda des villes spécial Cormeilles en Parisie. Votre radio du bien-être vous propose une programmation riche en musique, Allez, culture, bien-être, actualité vadoisienne. De l'interactivité tous les jours dans votre émission la matinale, 7h à 9h, tentez de gagner de nombreux cadeaux. Des invités exclusifs, renommés et locaux, des animateurs impliqués, dynamiques et passionnés. Retrouvez votre radio préférée sur Instagram. Vous avez dit ça pour Twitter? Sur Facebook, IDFM Radio Enghien. Notre site idfm98.fr. Écoutez-nous en direct depuis votre C'est à toi! radio, smartphone et déconnecté. Il y a une autre équipe à Te chercher partout. Non, mais dis donc.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Je sais que vous êtes impatients d'écouter le bar de l'économie. Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle semaine. C'est vrai, la semaine dernière, nous étions absentes. Rejoignez-nous en tout cas sur Facebook, page bar de l'économie pour la vidéo live, pour voir et écouter nos invités, en plus bien sûr de l'AFM 98.0 et de la web radio IDFM 98.fr. Alors aujourd'hui, 4 sujets. Comment capturer la pollution de l'air ? Une nouvelle plateforme d'alternance, en alternance, un site d'information sur l'argent, le budget et les finances personnelles, et puis un seau à glace qui se transforme en vase avec nos invités que j'accueille tout de suite. Jérôme Arnaudis, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle R de Suez. Suez veut être le leader de la révolution de la ressource. Vous étiez déjà un expert des métiers de l'eau et du recyclage des déchets depuis 160 ans. Vous êtes présent sur les 5 continents, mais vous innovez aujourd'hui sur le traitement de l'air et c'est cela que nous allons évoquer ensemble. À vos côtés, eh bien, Olivier Gauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur pôle innovation sourcing emploi formation d'Opcalia et vous venez nous parler aujourd'hui de la plateforme alternance WALT. Vous dites carrément c'est l'arme fatale contre le chômage, donc on verra tout ça ensemble dans quelques minutes. Maxime Chipoy est avec nous également aujourd'hui. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Moneyvox, l'ancien C-Bank, un site d'information sur l'argent, le budget et les finances personnelles qui appartient au groupe meilleurtaux.com et c'est de ça dont on va parler ensemble, comment mieux gérer son argent. Et puis avec nous une start-up, enfin en quelque sorte, un nouveau produit présenté par Yoël Banaï. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial de l'agence MLW et vous commercialisez des objets publicitaires et des objets assez originaux, on en parlera tout à l'heure, mais en particulier l'Ice Pack, ce seau à glace en origami, on peut dire. On va le présenter tout à l'heure dans quelques minutes. Et parce que pour l'heure, bien sûr, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. Alors, première info du jour, eh bien, c'est l'incendie de l'usine Lubrizol. 5253 tonnes sont parties en fumée, indique la préfecture, mais au final, ce serait sans doute plus de 9000 tonnes qui pourraient avoir brûlé. Quel produit ? Eh bien, de la gomme arabique, un additif alimentaire, de la bauxite qui fabrique de l'aluminium ou encore de l'asphalte. Mais la difficulté est que les produits étaient stockés dans 3 endroits différents. 4157 tonnes proviennent directement de l'usine Lubrizol. 224 passages aux urgences, dont 8 hospitalisations ont été enregistrées en lien avec cet incendie et d'énormes difficultés respiratoires. Mais la question qui se pose, c'est qui va payer ? Si les agriculteurs sont indemnisés par le ministère de l'Agriculture, les commerçants veulent l'être aussi, car l'un des plus grands centres commerciaux de la région rouennaise vient de connaître une baisse d'au moins entre 30 à 40% de fréquentation. Les commerçants sont oubliés, disent-ils, dans cette histoire. On n'a pas la possibilité de faire de recours tant que ce n'est pas déclaré en catastrophe technologique pour que les assurances puissent nous aider et nous couvrir, ont-ils déclaré. Beaucoup d'élus d'ailleurs réclament ce classement en catastrophe technologique qui a été inscrit dans la loi après l'incendie de l'usine AZF. Un dispositif jamais déclenché, il est en effet très restrictif et implique des dommages immobiliers. Or, à Rouen, aucune habitation n'a été évacuée. Mais ça y est, les maires de 2 communes de l'agglomération de Rouen ont porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et un expert chimiste a été nommé par le tribunal administratif de Rouen pour établir, je cite, un constat des conséquences environnementales du sinistre. Alors, Jérôme Arnaudis, je pense que vous êtes très concerné par cet incendie ravageur. Alors, je pense que, comme beaucoup de monde, je suis l'actualité. Effectivement, ce genre d'événement est toujours problématique pour l'environnement. Je pense que, de manière générale, pour moi qui travaille sur ces sujets de la qualité de l'air, il montre que la qualité de l'air concerne de plus en plus de gens, à la fois sur des épisodes comme celui-ci, comme celui de Rouen, qui est effectivement catastrophique, comme de manière générale dans la vie de tous les jours, où on s'aperçoit que les gens en fait toussent un peu plus, il y a des bronchites chroniques, etc. Et donc ces notions de qualité d'air sont de plus en plus suivies par les gens. Oui, on voit qu'il y a un grand changement dans les mentalités, parce que de plus en plus, d'ailleurs, on en parle. D'ailleurs, nous faisons nous-mêmes au bar de l'économie des émissions régulièrement sur tout ce qui est environnement. Il n'y a pas que l'air, il y a aussi la biodiversité. Et donc, on voit que ça commence à bouger, notamment chez les jeunes en particulier, chez les 30 ans et moins de 30 ans. Merci beaucoup
pour votre commentaire, Jérôme Arnaudis. Autre info du jour, c'est la tuerie de la préfecture de la police de Paris de la semaine dernière. Sous le feu des critiques, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a admis hier sur TF1 des dysfonctionnements dans le suivi de l'assaillant. Accusé de parler trop vite, le ministre sera auditionné à huis clos demain par la délégation parlementaire au renseignement, mais il exclut de démissionner pour le moment. Ceci 4 jours après cette attaque sanglante, je vous rappelle, perpétrée par Michael Harpon, l'employé de la préfecture de police qui a poignardé à mort 4 fonctionnaires. Selon les premiers enseignements de l'enquête désormais aux mains des services antiterroristes, cet homme de 45 ans a pu adhérer à l'islam radical et fréquenter des personnes proches des milieux salafistes alors qu'il était employé dans le prestigieux service des renseignements de la police de Paris. C'est en juillet 2015 qu'il s'est converti à l'islam. Non, c'est depuis une dizaine d'années, oui, avant 2015. Il aurait justifié devant ses collègues l'attentat de Charlie Hebdo qui s'était produit quelques mois auparavant. Selon Christophe Castaner, un policier de la radicalisation avait alors rencontré plusieurs de ses collègues et qui aurait décidé de ne pas faire remonter de signalement administratif à leur hiérarchie. Voilà pourquoi ça cafouille un petit peu au niveau de la police de Paris. Le parquet antiterroriste de Paris a levé dimanche soir la garde à vue de la femme de Michael Harpon. Il s'agit de Ilham Edibes, reconnue travailleuse handicapée pour sa surdité, comme son mari d'ailleurs, qui est originaire de Poitiers dans la Vienne. Dernière info du jour, c'est la croissance mondiale. La variation du PIB, le produit intérieur brut, d'une période à l'autre, mesure le taux de croissance économique d'un pays. Eh bien, le dernier rapport de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a fortement abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2019 et 2020, car la guerre économique entre les États-Unis et la Chine a fait chuter la croissance de l'économie mondiale à son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008-2009. Selon ce rapport de l'OCDE, l'économie mondiale risque de rentrer dans une nouvelle phase de prolongée de croissance faible si les gouvernements continuent d'hésiter sur la manière d'y répondre. L'OCDE table sur une croissance mondiale de 2,9% cette année, alors que les espérances mondiales étaient de 3,2%, et elle table sur 3% pour 2020. Ce qui ressemblait à des tensions commerciales temporaires, je cite, se transforme en un nouvel état durable de relations commerciales. L'ordre mondial qui régulait le commerce n'est plus là et nous sommes dans une nouvelle ère de relations commerciales moins sûres, plus bilatérales et parfois plus musclées, a commenté Laurence Boone, la chef économiste de l'OCDE. D'ailleurs, je vous invite à réécouter nos émissions d'il y a 15 jours, notamment les interviews réalisées par Pascal Boniface au niveau international et des personnes qu'il a été interviewé qui nous parlent bien des relations donc avec les États-Unis notamment. Il y a 10 ans, le développement des échanges commerciaux avait été le moteur de la reprise de l'économie après la crise financière. Or, depuis 2017, le commerce mondial a chuté de 5% et régresse désormais d'année en année. Les tensions commerciales ont pesé sur la confiance des entreprises, faisant plonger la croissance des investissements de 4% il y a 2 ans à 1% aujourd'hui. Certains éléments montrent que le conflit commercial commence à toucher l'économie américaine. Certains produits manufacturiers sont menacés et des faillites émergent dans le secteur de l'agriculture aux États-Unis. L'OCDE s'inquiète des effets mondiaux du fait du recul de la consommation intérieure en Chine, en baisse d'environ 2% sur un an. Et l'OCDE note enfin qu'un Brexit sans accord porterait un coup bien sûr à l'économie britannique déjà fragile, mais surtout cela perturberait l'ensemble de l'économie européenne. Alors on va poser la question à nos invités. Maxime Chipoy, vous vous sentez concerné par cette économie en récession mondiale? Alors oui, effectivement, ça concerne tout le monde. Ce qui est clair, c'est que les risques que les différents instituts voyaient l'année dernière et craignaient pour 2019 sont quasiment tous en train de se concrétiser, puisque vous l'avez dit, la tension entre les États-Unis et la Chine est au plus fort. Le Brexit perdure sans vraiment qu'on ait de vision de ce qui va se passer d'ici quelques semaines, ce qui est évidemment très mauvais pour une économie aussi forte que celle du Royaume-Uni, qui est, comme la France, la 6e ou 7e économie mondiale, et qui est en relation directe avec l'Union européenne, qui, elle, est la première zone commerciale mondiale. Et puis enfin, vous ne l'avez pas évoqué, mais aussi les tensions au Moyen-Orient, puisque on a une tension très forte entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui pèse évidemment sur les prix mondiaux du pétrole et donc sur l'économie globale. Merci beaucoup pour votre intervention. Olivier Gauvin, vous souhaitez intervenir aussi? Oui, on voit que le ralentissement aussi va souvent toucher l'emploi.
et donc notamment les plus défavorisés, les bas niveaux de qualification et aussi les jeunes. Et donc, ce ne sont pas des bonnes perspectives, mais l'enjeu quand même pour nous et tous, c'est de soutenir l'emploi. Et c'est vrai que Walt, dans cette logique, a pour ambition de permettre à ces jeunes de trouver leur premier emploi. Et donc c'est vrai que ce ralentissement de l'économie est un enjeu fort. On en reparlera tout à l'heure de la plateforme que vous proposez pour les jeunes, justement. On va terminer nos infos du jour par la chronique sportive, le débrief du week-end. Bruno Vigoureux, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Vous savez quoi, c'est dingue. La France, lors de la Coupe du Monde de rugby, vient d'aligner 3 victoires de suite. Ce qui pour beaucoup d'équipes n'a rien d'exceptionnel. Pour les Bleus, c'est déjà un véritable exploit. Bon, alors, elle a battu qui, l'équipe de France, dans cette Coupe du Monde au Japon? Elle a souffert jusqu'au bout pour battre l'Argentine, 23-21. Elle a souffert pour s'imposer devant les États-Unis qui ne font peur à personne. Et elle a réussi l'exploit de trembler hier face au Tonga pour s'imposer de 2 petits points. Mais enfin, l'essentiel est là, et bien là, avec 3 victoires en 3 matchs et une qualification pour les quarts de finale dans la poche. Et maintenant, que va-t-il se passer pour les Bleus? Samedi, ils vont affronter la redoutable équipe d'Angleterre, un des favoris pour le titre mondial, et déjà qualifiée, elle aussi, pour la suite de la compétition. Alors, un match sans enjeu, ce France-Angleterre? Eh bien, vous savez quoi? La France a tout intérêt à perdre. Je m'explique. En s'inclinant face aux Anglais, les Français affronteraient le Pays de Galles en quart de finale. S'ils battent l'Angleterre, ils verraient se dresser devant eux l'Australie, un des géants de la Coupe du Monde. Alors que faire? Mais franchement, que ce soit le Pays de Galles ou l'Australie, bon courage pour les Bleus. Et quand on voit le niveau de jeu affiché par l'équipe de France, il y a vraiment de quoi se faire du souci. Alors on peut toujours y croire, mais il faut quand même avoir une sacrée dose d'optimisme. On quitte le Japon et la Coupe du Monde pour revenir à notre bon vieux top 14. Et là, pour le Stade français, rien ne va plus. Il a encaissé samedi sa 5e défaite en 6 matchs, en s'inclinant lourdement à Castres, 46-16. Le club de la capitale est dernier du classement, et donc pas besoin de vous faire un dessin, il s'enfonce doucement, mais sûrement dans la crise. Dimanche prochain, il recevra Toulon, et une nouvelle défaite pourrait être lourde de conséquences pour les Parisiens. Le Racing 92 va mieux, il s'est donné un peu d'air en s'imposant à Pau, mais le Racing a eu chaud. À propos de chaleur, les championnats du monde d'athlétisme qui se déroulaient au Qatar se sont terminés hier avec un triste bilan pour l'équipe de France qui revient avec 3 médailles mais aucun titre mondial dans la musette. Et vous savez quoi, Florence? Non. Le Paris Saint-Germain, déjà victorieux en Ligue des Champions à Galatasaray mardi, a encore gagné en écrasant Angers 4-0 et naturellement il est déjà bien installé sur le trône de leader de la Ligue 1. En Ligue 2, l'autre équipe de Paris, le Paris Football Club, qui joue dans l'anonymat le plus complet, bon dernier malgré un succès contre 3, 1-0. Voilà. Enfin, pour finir, un petit mot sur le derby du championnat de France de football entre Saint-Etienne et Lyon. Hier soir, les Verts ont enflammé leur public en arrachant une victoire dans les dernières minutes et un succès 1-0. Lyon, qui voulait rivaliser avec le Paris Saint-Germain, se retrouve désormais à 12 points des Parisiens au classement. Autrement dit, un gouffre. Pardon. Voilà, Florence, vous savez tout presque. On se retrouvera la semaine prochaine et quelque chose me dit qu'on reparlera de la Coupe du Monde de rugby. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup, Bruno. À la semaine prochaine. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin à Radio Dynamo. Voilà, on fait la première pause musicale. Et après, on fera des pauses entre vos interventions, ou si c'est trop long, toutes les 10 minutes à peu près. Puis ça nous permet de nous recaler. À jeudi. Ouais, jeudi. Il y a l'émission, messieurs. Au revoir, merci. Mes collègues me disent que ça ne capte pas sur les applications ou sur la FM. Depuis ce matin, ils n'arrivent pas à se connecter à écouter. Alors, il faut aussi, si, sur Facebook, c'est retransmis. Sur là. Facebook, là, oui, maintenant, mais sinon, sur l'application des Internet radios, aussi. sur Internet, oui, ça Si, fonctionne. idfm98.fr, il faut qu'il clique sur la flèche bleue. Mais écoutez, c'est étrange. Moi, j'ai écouté toute la semaine dernière et ce matin, dans la voiture aussi, ça ne fonctionnait pas avec l'application. Ah bon? Je vous le dis. Quelle application? Avec toutes les radios, une application standard avec plein de radios. Je vais vérifier tout de suite. Hein? Est-ce qu'on a une bonne connexion Internet? Logiquement. Ça vient de l'Internet.
Des applications de radio. Ah oui, mais avec, il faut aller directement sur notre site internet. Ah, c'est beaucoup plus simple. Dites-leur d'aller sur idfm98.fr et de taper sur la flèche bleue. Là, ça marche pas. Ça marche pas? Non, on va leur dire ce qu'ils ont fait. Bon, bah alors qu'ils aillent sur Facebook. Là, ça marche. Facebook marche toujours. Pas toujours, non. Non. Et ils disent par contre ils nous entendent pendant la pause. Ah oui, c'est normal. Ah, Sur Facebook, on voit sur toutes Facebook, tous les dessous de l'émission. Comment? Francky n'est pas là, comme il a un enterrement, il ne peut pas agir. Ben non. Ah ben on a quelquefois des pannes d'internet, c'est vrai, mais c'est pas nous, c'est Orange. Mais je croyais que d'ailleurs Orange devait venir pour résoudre le problème. Ben, il n'entend pas, il a son casque. On y va? Oui, attends. Je marque, je préviens Francky. Ah d'accord. Bah, s'il a un enterrement, il ne peut pas agir. Ouais, Mais il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec Orange il y a déjà quelques temps, que ça devait se résoudre. attention, c'est à nous. Ouais, c'est à nous là, ça s'arrête. Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Olivier Gauvin, directeur d'Opcalia pour Walt, de Maxime Chipoy, directeur général de Monevox, de Yoël Baneil, responsable commercial chez MLW pour l'IcePack, et de Jérôme Arnaudis, directeur du pôle R de Suez. Et c'est avec Jérôme Arnaudis qu'on va commencer notre premier sujet du jour. Comment capter la pollution de l'air? Vous venez d'entendre au niveau de la pause Tony Pacino pour For Once in My Life. Alors, Jérôme Arnaudis, bon, on connaît bien sûr Suez, grand nom de recyclage des déchets et des métiers de l'eau. C'est quand même 90 000 collaborateurs sur 5 continents, un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros. Alors, une nouvelle gouvernance a été nommée en mai. C'est Bertrand Camus qui est arrivé à la présidence du groupe Suez. Et là, vous innovez cette année, je suppose que c'est en test depuis déjà quelques temps, mais vous innovez avec des solutions d'air. Alors, comment est venue cette idée de vous lancer dans du recyclage de l'air? Alors effectivement, on a cette nouvelle ambition aujourd'hui de Suez qui est d'être le leader des services à l'environnement d'ici 2030. Et comme vous l'avez dit, ça concerne l'eau, les déchets, et de manière plus générale la ressource. Et donc l'air est une ressource bien sûr essentielle. Et donc c'est pour ça que Suez se penche sur cette question. Alors c'est pas tout nouveau, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille sur ces sujets. On a dépensé aujourd'hui plus de 10 millions d'euros en recherche et innovation. Et plus spécifiquement sur le projet qui nous concerne ce matin, ou des projets qui nous concernent ce matin, le puits de carbone. Ça fait maintenant depuis la COP21, donc en 2015, que nous travaillons dessus avec une société, une start-up qui est de Libourne à côté de Bordeaux, qui s'appelle Fermentalg. Et nous utilisons en fait des micro-algues pour purifier l'air. Alors justement, là vous parlez, on va tout de suite rentrer dans la technologie, vous parlez de ce fameux puits de carbone dont on a vu la première installation à Poissy, pas loin de la région Île-de-France. Donc expliquez-nous comment fonctionne ce puits de carbone, qu'est-ce que ça permet de purifier, combien d'arbres finalement ça remplace en fait, que vous développez avec, vous l'avez dit, cette start-up française Fermentalg. Alors on sélectionne avec Fermentalg une ou plusieurs souches d'algues bien spécifiques, elles sont naturelles, et on les met en culture en fait dans des environnements urbains ou industriels. On a fait des tests d'abord dans Paris ou avec le SIAP, qui est le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Et effectivement à Poissy, il y a une colonne qui est visible quand vous sortez de la gare sur le parvis. Et là en fait on va gérer, traiter l'air sur plusieurs paramètres. D'abord le CO2, c'est-à-dire que les algues ont besoin de CO2 pour se développer par un principe qu'on a tous appris à l'école qui s'appelle la photosynthèse. Et puis ensuite on a remarqué aussi qu'elles captaient d'autres polluants atmosphériques, notamment le dioxyde d'azote, le NO2. Et donc le CO2, le NO2, sont quelque part des ingrédients nécessaires pour qu'elles se développent. Donc on met plusieurs dizaines de milliards de micro-algues dans une colonne d'eau. Si vous passez à Poissy, elle fait à peu près 1,50 m de diamètre et 3,50 m de haut. Oui, c'est énorme quand même. 1,50 m de diamètre, ça prend de la place.
Alors oui, effectivement, ça peut paraître gros à l'échelle de cette radio ou d'un bâtiment. Sur le parvis, c'est assez petit, ça s'intègre plutôt bien. Est-ce que la colonne est modulable au niveau de la taille ou elles sont toutes prévues de faire 3 mètres de diamètre? Alors pour l'instant, 1,5 m de diamètre et 3 mètres de haut, c'est la colonne standard que l'on a, qu'on a appelé notre démonstrateur urbain, pour tester dans différentes situations comment le système réagit. Et par contre, vous avez raison, on travaille aujourd'hui sur des dispositifs plus importants, de manière à avoir un impact encore plus important sur l'environnement immédiat. Pour vous donner un ordre d'idée, la colonne que l'on a à Poissy capte l'équivalent de 150 véhicules, donc capte la pollution qu'émettent 150 véhicules sur un trajet francilien standard. Alors quand vous dites capte 150 véhicules, c'est par jour, hein? Comment ça se passe? Alors oui, c'est par jour, par mois, par an, c'est-à-dire que si vous faites fonctionner le dispositif pendant 1 an, vous aurez capté l'équivalent de ce qu'auront émis 150 voitures sur un trajet francilien moyen. Alors on parle aussi d'équivalent arbre pour plutôt les applications industrielles où il y a beaucoup de CO2 à capter. Pour les applications urbaines, on parle plutôt d'équivalent voiture. Et puis bien sûr, on ne veut pas opposer cette innovation aux arbres, on a besoin des arbres. Sauf Bien que sûr. les arbres ne mangent pas toute la pollution et nos petites microalgues que l'on élève avec Fermental le permettent. Et donc, comment ça se passe pour alors, cette colonne de dépollution, donc je rappelle 1,5 m de diamètre et 3 mètres de haut, comment vous se renouvelle ces algues? Combien de temps d'aspiration, enfin je ne sais pas comment ça fonctionne, donc combien de temps d'aspiration de l'air pour les remplacer et où évacuez-vous ce qui est pollué finalement? Alors, elle fonctionne toute la journée, donc 24 sur 24, 365 jours par an, puisqu'on utilise la lumière solaire le jour et on complète la nuit avec des LED. Ces microalgues, en fait, on va mettre une toute petite quantité dans le filtre au début, et en mangeant la pollution, elles se reproduisent. D'accord, donc elles ont besoin justement de la pollution pour se reproduire, et c'est comme ça qu'elles absorbent cette pollution Exactement, de l'air. exactement. Il faut savoir que ces petites microalgues, ça fait partie des micro-organismes les plus anciens sur la planète. C'est elles notamment qui ont contribué à avoir de l'oxygène dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, on parle du poumon vert de la Terre. Il y a 2 poumons sur la Terre. Il y a la forêt amazonienne et il y a aussi les océans grâce à ces microalgues. Donc en fait, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait du biomimétisme, c'est-à-dire qu'on reproduit ce qui se passe dans la nature, mais on l'amène en ville, là où on en a aussi besoin. Alors pour vous donner là aussi quelques faits marquants, en mangeant la pollution, elles se reproduisent. Elles ont une couleur au début vert assez clair. Et puis au fur et à mesure qu'elles mangent la pollution, elles vont se reproduire et la solution va être de plus en plus dense et donc un vert qui va être de plus en plus foncé. Oui, forcément, puisqu'il y a plus d'algues, elles sont reproduites, donc ça devient de plus en plus foncé. Exactement. Et donc au bout en 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines, en fonction de la pollution qu'elles auront captée, donc du taux de pollution qu'elles voient passer, eh bien nous allons purger, nous allons vidanger la colonne pour envoyer ces microalgues via le réseau d'assainissement existant jusqu'à la station d'épuration voisine. Et dans la station d'épuration, miracle, elles sont transformées en énergie verte qui est le biométhane. Donc en fait, vous voyez, on prend une pollution à un endroit donné, là où ça impacte les gens, et on la transforme en bout de course, en bout de cycle, en énergie verte. Merci pour cette présentation. Alors, donc je suppose que ça, c'est à l'initiative des élus de pouvoir installer une telle colonne. Combien ça coûte pour une commune? Par exemple, pour Poissy, pour installer une colonne d'1,5 m de diamètre et de 3 mètres de haut? Alors, ça coûte à Poissy 20 000 € par an, à la fois l'installation et puis l'exploitation, donc le service de maintenance que nous faisons sur place. Alors ça fait un petit moment que vous testez cette colonne, ça fait déjà 2 ans, parce que Suez a mis en place aussi des outils pour mesurer la qualité de l'air, notamment vous le faites dans différents pays à l'étranger. Expliquez-nous un petit peu cette évolution du groupe Suez. Oui, tout à fait. En fait, avant de traiter, il faut comprendre. Et donc pour comprendre, on réalise des missions, des audits, on met aussi en place des capteurs pour comprendre en fait où la pollution est la plus importante dans une ville. On sait qu'on ne va pas pouvoir encapsuler une ville, notamment une métropole comme Paris, dans une bulle d'air pur. Par contre,
on va chercher à savoir où sont les points noirs, les points prioritaires à traiter, par cette première phase qui est une phase d'analyse, de diagnostic. Et effectivement, on a quelques références dans le monde, notamment à Santiago du Chili, qui est aussi, comme toutes les métropoles du monde, est très polluée. Et là, on a installé sur la rue une des artères les plus principales et marchandes, passées au Bandera. On a installé des capteurs qui nous permettent en fait d'analyser en continu la pollution, son évolution dans une journée, dans un mois, dans un an. Et ça permettra demain de pouvoir proposer des solutions à la collectivité. Combien de temps il faut pour pouvoir prédire justement les points de pollution les plus importants? Alors, généralement, en fait, on peut, d'ailleurs c'est ce qu'on réalise aujourd'hui à Asnières-sur-Seine, puisqu'on a pareil une mission de diagnostic, on peut très rapidement identifier les points noirs. Ce qui est intéressant ensuite, c'est en équipant avec des capteurs et en se donnant une année, c'est-à-dire les 4 saisons finalement, c'est de voir les moments qui sont les plus importants, les plus impactants, pour que le jour où on doit apporter des solutions, qui peuvent être des systèmes de traitement ou des moyens de contournement ou d'évitement de cette pollution, de les mettre en place au bon moment. Est-ce que pour la région Île-de-France, vous avez d'autres points que celui d'Asnières-sur-Seine? Alors, sur la région Île-de-France, on travaille aussi, mais peut-être que ça sera le sujet de tout à l'heure, dans le métro. Oui, ça, on va en parler C'est dans un quelques projet minutes. initié par la région Île-de-France et je pense que j'espère en tout cas pouvoir, dans les prochains mois, vous annoncer de bonnes nouvelles sur la région Île-de-France qui est effectivement très moteur et précurseur sur ces sujets. Mais il faut dire que nous, on a beaucoup d'embouteillages, on a aussi des aéroports, donc on est quand même relativement pollué, on ne peut pas le nier de toute façon. Oui, c'est vrai. Quelques chiffres à avoir peut-être pour vos auditrices et auditeurs. L'Organisation mondiale de la santé estime que 91% de la population mondiale est soumise à la pollution de l'air. Alors on peut se dire, c'est en Chine, c'est en Inde, ça nous concerne peu. Et bien pas vraiment, puisque Air Paris estime que 85% des franciliens, alors c'était 90% il y a quelques années, c'est maintenant 85%, 85% des franciliens respirent un air pollué, ou sont soumis à la pollution atmosphérique. Donc oui, ça concerne tout le monde, notamment en Île-de-France, mais également en France, dans les grandes villes. Est-ce qu'on pourrait imaginer que par rapport à l'incendie là, à Rouen, donc de l'usine Lubrizol, que vous pourriez installer ces puits de carbone pour aider à dépolluer cette énorme pollution? Alors, le cas de Lubrizol, pour nous, c'est problématique pour l'environnement, mais c'est un cas isolé, c'est-à-dire que vous avez un problème, un accident donné à un endroit donné. L'action qu'on met en place, que Suez met en place, c'est vraiment pour traiter le problème à la base, à la source, sur des temps longs et en continu. Il faut savoir que la pollution de l'air est plutôt une pollution chronique, c'est-à-dire que c'est une pollution qui, généralement pour 90% des éléments et des pics, est là tous les jours. Donc il faut la traiter tous les jours. Il faut s'en préoccuper de manière générale tous les jours. Alors Jérôme Arnaudis, vous avez parlé juste il y a quelques secondes de l'autre solution que vous proposez pour aider à défendre et à purifier la qualité de l'air. On a appris le mois dernier que finalement, à Paris, une des zones les plus polluées, c'était le métro, notamment les bouches de métro parisiens. Et vous dites qu'il n'y a pas que Paris, toutes les bouches de métro dans le monde sont aussi polluées. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place en particulier à Paris? Quels tests faites-vous en ce moment? Alors comme je le disais tout à l'heure, effectivement, la région Île-de-France a lancé un appel à projet l'année dernière pour améliorer, enfin en tout cas tester, des systèmes d'amélioration de la qualité d'air dans les stations ferroviaires souterraines, métro ou RER. Et donc nous avons été sélectionnés par la RATP pour expérimenter une solution dans le métro Alexandre Dumas sur la ligne 2. Alors quelle est cette solution? Ça s'appelle Hyper. Si voilà, j'ai bien retenu. on l'a appelé Hyper, exactement. En fait, c'est très innovant. Il faut savoir que c'est la première fois dans le monde, nous qui sommes présents sur les 5 continents, c'est la première fois dans le monde où les autorités publiques prennent à bras-le-corps ce problème et mettent de l'argent sur la table pour trouver des solutions, et les solutions de demain, puisque ça concerne, comme vous le disiez, tous les métros du monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est 3 innovations. Première innovation, on analyse les flux d'air en 3 dimensions dans la station de métro, parce qu'ils sont très complexes. Pour ceux qui prennent le métro, on a un effet souffle quand on est sur le quai. Donc on veut comprendre déjà comment évolue l'air et donc d'une certaine manière la pollution dans la station. Deuxième innovation, là on met en place des systèmes de traitement, des filtrations spécifiques sur la pollution. Elle est
spécifiquement sélectionnés en fonction de la pollution. Là, c'est des particules métalliques majoritairement, donc ce qu'on appelle des particules fines, des PM10 pour les experts. Et donc là, on est allé chercher une solution hollandaise qui, quelque part, aimante la pollution. Donc on fait passer un très faible courant électrique qui aimante les particules qui vont se coller sur des plaques collectrices. Et ensuite, nous, on passe la nuit, une fois tous les 3 semaines, tous les mois, pour nettoyer. Et la troisième innovation, je terminerai par là, la troisième innovation, c'est une fois qu'on a collecté ces poussières, on les analyse, on les caractérise pour pouvoir proposer demain des voies de valorisation. Puisque, comme je vous le disais en introduction, Suez est un acteur aussi sur des déchets, et on ne peut pas prendre un projet comme celui-ci sans imaginer ce qu'on va faire de tous ces déchets. Des déchets. Exactement. Bien sûr. Alors, vous dites que, en fait, au niveau du métro, ça n'est pas l'énergie qu'ils utilisent pour faire fonctionner le métro qui pollue, mais ce sont les systèmes de freinage. Expliquez-nous. C'est exactement ça, et c'est pour ça que ça concerne tous les métros du monde. C'est-à-dire qu'en fait, le métro freine, et lorsqu'il freine, il émet des particules. Le métro aussi roule, c'est-à-dire qu'il a des roues qui frottent sur les rails, et ce frottement génère de la poussière. Et donc c'est ça que vous appelez la poussière métallique, et ça génère de la poussière métallique, et non pas de caoutchouc. Exactement, alors ça, vous pouvez l'avoir, c'est-à-dire, et ça on va le trouver dans l'analyse de la pollution que l'on va capter, la caractérisation, le troisième bloc dont je vous parlais tout à l'heure. Mais effectivement, en fonction du matériel roulant, de son niveau de vétusté ou de modernité, il va émettre un certain type de pollution. C'est ça qu'on va, nous, notre job, c'est de le traiter, de le capter et de l'analyser. Merci Jérôme Arnaudis. On revient avec vous dans quelques minutes, mais on va tout de suite faire une nouvelle pause musicale et on revient. Oui, enlevez votre veste, là, il fait chaud. Ça, c'est bon. Ah oui, et puis ça sert. Ouais. Bon, on entend très bien. Qu'est-ce que tu nous as mis là? Les pirouettes. D'accord. Ça s'appelle comment? Je sais plus. Ça ira. Oui, c'est ça. Pour une fois, on va passer des chansons françaises. Oh, le son est merdique. Hein. Oh, tiens. Fais gaffe à tes fichiers. Moi, j'ai pas ton oreille. Hein. Bah ouais, bah Lyon, ça se saurait parce que ça changerait un peu. Hein. Oh mon Dieu. Donc finalement, on peut dire que la région Île-de-France est en avance sur... Enfin, en avance. Hein. Ça y est, a vraiment pris conscience, à bras-le-corps de ce problème environnemental. Oui, clairement. La France est en avance et l'Île-de-France est également en avance. Tout à fait. Bon, parce qu'il y a quand même des villes... On prend, c'est parti. On attend qu'ils reviennent. Hein? C'est bon, on repart. Ça va pas du tout. Ah mais non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il dit on prend. C'est pas grave, ouais, vas-y, on y va. Voilà, c'était un extrait des Pirouettes au bar de l'économie avec leur titre Ça ira, ça ira. Aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie de Yoël Banaï, responsable commercial chez MLW pour l'IcePack, de Maxime Chipoy, directeur général de Moneybox, d'Olivier Gauvin, directeur d'Opcalia pour Walt, et de Jérôme Arnaudis, directeur du pôle R de Suez, pour les deux nouveautés, les deux innovations qu'a développé le groupe Suez, le puits de carbone et la solution Hyper pour développer pour la région Île-de-France et pour la ville de Paris dans les métros notamment. La première application, c'est à la station Alexandre Dumas, on nous avait dit, Jérôme Arnaudis. On peut dire que la région Île-de-France et que Paris, ou peut-être que la France même, a pris à bras-le-corps ce problème environnemental de la qualité de l'air. Oui, tout à fait. On a d'abord ce qu'on appelle les ATMO, les associations, enfin les ASCA, les associations de suivi de la qualité de l'air, qui permettent d'avoir un suivi comme Air Paris le fait sur la région parisienne, un suivi à la fin de ce qui se passe. Et puis ensuite, comme vous le disiez, les collectivités prennent le relais et ensuite nous demandent à nous, industriels, d'innover pour apporter des solutions. Alors vous nous avez dit que la solution puits de carbone, en moyenne, c'est un investissement de 20 000 € par an. Combien il faut compter pour installer l'Hyper dans une bouche de métro ou connexe dans un lieu pollué? Alors aujourd'hui, c'est un projet qui est financé à 50% par la région Île-de-France, 50% par Suez. À peu près, c'est 100 000 € pour la région et 100 000 € pour Suez.
Donc c'est un investissement de 200 000 euros. Est-ce que l'IPER peut traiter les mêmes pollutions que le puits de carbone? Non. En fait, c'est deux procédés qui sont assez complémentaires. Le puits de carbone, lui, il va manger le carbone et notamment le dioxyde d'azote, le NO2. Donc il a besoin de nitrate. Alors que IPER, lui, s'attaque aux particules fines, les particules métalliques, etc. Donc c'est deux polluants atmosphériques qui sont normés par l'Europe, qui est suivi par l'Organisation mondiale de la santé. C'est deux polluants principaux dans la vie, les particules fines et le dioxyde d'azote. Mais ces deux procédés-là, je dirais, ont vraiment des atouts différents. D'accord, donc oui, et puis pour une ville, c'est vraiment complémentaire. Exactement. Par contre, c'est une machinerie assez grosse, l'IPER. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut l'avoir plus petite, s'il n'y a pas de place, si on veut la mettre en ville, dehors, sur une rue? Oui, c'est vraiment un procédé qui est tout à fait modulable. C'était d'ailleurs ce qui était demandé par la région, et c'est pour ça qu'on s'est penché sur cette technologie. En fait, vous pouvez avoir de très grosses installations, comme des plus petites. Celle dans le métro, elle fait effectivement à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, elle fait 3 mètres de long, 1 mètre de profondeur et 2 mètres de haut, donc c'est quelque chose qui est assez imposant. On peut l'avoir beaucoup plus petite, comme on peut en avoir des beaucoup plus gros, donc tout à fait modulable. Est-ce que on peut imaginer que ces deux solutions de dépollution de l'air vont évoluer dans le temps? Quelles sont les prochaines recherches? Qu'est-ce qu'on vous demande en fait en ce moment? En ce moment, on a beaucoup de demandes au niveau des écoles. On sait que, en tout cas, l'UNICEF a averti la France au printemps dernier que 3 enfants sur 4 en France respirent un air pollué. Ils passent beaucoup de temps à l'école, donc en fait, les collectivités, nos clients nous demandent de voir ce qu'on peut leur apporter comme solution dans les cours d'école notamment. On sait que les enfants en plus respirent 1,5 fois plus vite que les adultes qui sont sensibles. Donc voilà, je pense que nos prochains développements iront pour une amélioration de la qualité d'air dans les écoles. Est-ce que vous allez vous intéresser au problème des pesticides dont on parle beaucoup en ce moment dans les campagnes? Notamment, le gouvernement a ouvert une consultation qui est fermée, je vous l'avais rappelé, sur le site du ministère de l'Agriculture concernant les pesticides et le glyphosate. Est-ce que la discussion n'est pas terminée, bien sûr? Est-ce que là, vous allez aussi investir dans ce type de recherche? Alors, aujourd'hui, on a quelques demandes, mais il n'y en a pas beaucoup qui concernent ces sujets. Par contre, je pense que ça va le devenir. Donc oui, on regarde ça. On pourrait imaginer qu'il y ait des chercheurs qui s'intéressent à une dépollution de l'air, en tout cas des pesticides? Tout à fait. Ce qu'on regarde aussi, on vient d'ailleurs d'acheter un labo en Chine qui fait les deux, c'est-à-dire il analyse les sols et il analyse la qualité d'air, parce que les deux sont liés, notamment quand on parle de pesticides. Voilà, donc le groupe s'intéresse à ces sujets. Voilà, donc c'est très intéressant. Merci beaucoup Jérôme Arnaudis d'être venu nous parler je rappelle que vous êtes le directeur du pôle air de Suez. Autre nouveauté chez Suez, je voulais quand même le signaler, c'est ce que vous avez installé à Barcelone. Alors là, ça concerne l'eau de mer, parce que donc, le groupe Suez dessale, finalement utilise l'eau de mer pour la transformer en eau douce. Je pense que là, il y a aussi beaucoup à faire avec le réchauffement climatique et beaucoup de pays qui manquent d'eau douce. Je pense que là, c'est très intéressant. Alors effectivement, l'usine de dessalement de Barcelone est la plus importante d'Europe. Elle est à côté du port de Barcelone, entre l'aéroport et le port. Et effectivement, c'est un sujet des solutions que l'on a depuis maintenant quelques dizaines d'années et qui se développent beaucoup dans le sud de l'Espagne, également au Moyen-Orient ou encore en Australie. On voit même en France quelques projets sortir pour justement utiliser l'eau de mer pour en faire de l'eau potable ou réutiliser de l'eau aussi, c'est-à-dire comment on peut redonner vie à de l'eau. À des régions, voilà. Et quelles sont les régions françaises les plus demandées qui vous demandent cette technologie? Alors cette technologie, elle reste encore assez, locale en France. C'est souvent des zones côtières. Ça peut être aussi des hôtels qui ont besoin, alors on est plutôt dans les dom-toms, mais qui ont besoin d'eau et qui sont parfois éloignés des réseaux de l'île. Merci beaucoup Jérôme Arnaudis. Donc plein de sujets très intéressants à suivre
avec Suez, vous l'avez entendu, le puits de carbone pour dépolluer nos villes, et puis aussi la technologie Ice Air pour nettoyer notamment les bouches de métro, par exemple, à Paris, financées, je rappelle, par la région Île-de-France en partenariat avec Suez, bien sûr. On va faire tout de suite une nouvelle pause musicale et ensuite on va aborder notre second sujet du jour, une nouvelle plateforme réservée aux alternants. Est-ce qu'il y a autre chose, sinon, vous vouliez dire au sujet de ces deux technologies? Oh, je pense qu'on a fait le tour. C'est bon? Oui, merci. C'était très complet. Non, mais c'est moi. Je trouve ça super. Donc, je me suis pas trompée, c'est Ice Air? Non, C'est hyper. Hyper. Je crois que je vais l'écrire en gros. Vous avez fait un mix avec Un Ice mix, Spice. ouais, c'est ça. C'est le prochain Il concert. faut que je répète. On Hein? va essayer de se mettre sur la tête pour respirer mieux. Désolée. Pas de problème. Je vais corriger. Oh, non, c'est pas grave. Là, tu nous as mis quoi? C'est qui déjà? The FIM, The Fin. The Fame. The Fame. Je parle français comme ça. Ça veut dire quoi ça? La notoriété. Merci monsieur. Voilà. Et le titre? Tu sais. Je- Tu as le titre. Le titre, s'il te plaît. Summer is a curse. Is quoi? C-U-R-S-E. Curse, d'accord. L'été est une malédiction. Voilà. Tu me demandes Voilà. quand tu sais Merci pas. beaucoup, Maxime. Ah, c'est bon, on est dans les temps. Ça ressemble vachement à Imagine Dragon. Ouais. Un peu, ouais. Je l'ai senti parce que tout à l'heure j'ai. On y retourne? Ah, bon. Non? Ah, on va le laisser en entier? Ah bon, d'accord. Je crois que tu me disais, faut y aller. Non, mais c'est pas mal ça. Ouais, mais bon, moi, je veux pas des pauses trop longues. Et on y va. On y va. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie d'Olivier Gauvin, directeur d'Opcalia pour Walt, de Jérôme Arnaudis, directeur du pôle air de Suez pour les deux solutions de dépollution de l'air Hyper et les puits de carbone. Nous venons juste de détailler ces technologies, ces nouvelles technologies. Et puis je suis aussi en compagnie de Maxime Chipoy, directeur général de Monevox, et de Yoël Baney, responsable chez MLW pour l'IcePack. Alors aujourd'hui, Olivier Gauvin, Opcalia était venu nous voir il y a quelques mois pour parler de votre service de formation et de soutien à l'emploi. Et vous avez développé, vous êtes directeur du pôle innovation chez Opcalia, vous avez développé une nouvelle plateforme qui s'appelle Walt. Alors pour qui et pour quoi faire? Tout à fait, on a développé, on fait plutôt la promotion également, puisque en fait, les 6 membres fondateurs sont 6 grands réseaux d'alternance qui s'appellent les maisons familiales et rurales, les compagnons du devoir, le groupe AFTRAL pour le transport et la logistique, le groupe IGS, le groupe Thalys, qui est un réseau d'écoles supérieures en Nouvelle-Aquitaine, et puis RENASUP, qui est l'éducation supérieure, qui ont fait le choix de développer une plateforme pour promouvoir et valoriser l'alternance, en partant du principe que peu de jeunes connaissent ou maîtrisent bien l'alternance. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre le jeune, l'école et l'entreprise, quelque chose qui est quand même assez classique dans le monde des plateformes. Mais l'idée vraiment est là d'aller toucher on va dire le jeune. Alors le jeune, c'est jusqu'à 30 ans. On est jeunes de plus en plus tard, c'est bien. Le jeune, avec des réseaux et surtout notamment avec 2 outils. Avec Facebook Messenger, avec un chatbot qui a pour ambition, en fonction du profil de la personne qui va venir sur la plateforme, en fonction de son souhait, donc en fonction aussi de son âge. Si je suis un jeune
16, 17 ou 18 ans, je suis plutôt sur une orientation, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que l'alternance est faite pour moi, vers quel métier je pourrais aller en fonction de mes envies, de mes besoins, jusqu'au plus, on va dire, âgé dans les jeunes, qui lui va plutôt être dans je veux chercher une école ou une entreprise qui va pouvoir me recruter dans le cadre d'une alternance. Donc ça c'est plutôt le côté Facebook Messenger. Et puis après une plateforme qui s'appelle walt.community, qui a aussi pour ambition de permettre le lien entre le jeune, l'entreprise et l'école, et surtout de valoriser l'alternance et les métiers, puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de métiers qui aujourd'hui sont en tension, qui ne sont pas ou peu connus par les jeunes. On voit très bien aussi qu'on fait entre guillemets de la reproduction sociale, on va reproduire ce que l'on a dans notre environnement, et l'objectif aussi de la plateforme et des 6 grands membres fondateurs, c'est de donner la même chance à chacun de pouvoir mieux connaître les métiers, de s'orienter vers les métiers qui vont aussi recruter, et aussi de voir les passerelles qui peuvent exister entre les différents métiers. Voilà. Donc ce qui est très intéressant justement, ce que j'ai trouvé quand j'ai été voir cette plateforme Walt Community, avec un Y, je le rappelle, oui. C'est cet espace, en fait, il y a 3 espaces, entreprise, jeunes et école, oui. Et finalement chacun peut laisser des informations, soit pour des emplois, comme vous dites, il y a quand même beaucoup de nouveaux métiers, donc ça c'est pas connu, parce qu'on a, comme vous dites, on a l'habitude de faire référence à sa famille, à ses parents, qu'est-ce que fait les parents, les oncles, les tantes, etc. Mais il y a énormément de nouveaux métiers dont les définitions ne sont pas encore tout à fait bien établies. Tout à fait, et puis il y a aussi des métiers qui recrutent, qui sont peu ou pas connus. Alors à ma gauche, par exemple le groupe Suez, dans l'environnement, il y a plein de métiers. Il y a aussi des métiers en tension dans beaucoup de secteurs. Quand on prend le secteur de l'agriculture qui recrute énormément, on peut avoir une mauvaise image des métiers. Donc c'est aussi de redonner de la valeur ou une image positive à certains métiers qui n'attirent pas. Et donc oui, 3 environnements, un pour les entreprises, pour qu'elles puissent venir déposer leur offre en alternance, même si aujourd'hui il y a quand même 30 000 offres d'emploi sur la plateforme, puisqu'on utilise des agrégateurs en termes d'offres d'emploi. La deuxième chose, c'est toutes les écoles, les CFA ou les organismes de formation qui vont faire du contrat de professionnalisation. L'objectif, c'est de mettre aussi en visibilité l'ensemble des parcours de formation, de redonner de la valeur ou de la marque employeur aussi à ces écoles, pour qu'elles puissent être mieux connues, puisque c'est aussi un des premiers enjeux. On sait très bien qu'on ne connaît pas vraiment l'offre de formation. Si je suis un parent et que je veux envoyer mon enfant, ou si je veux lui choisir une future filière ou une future école, comment fais-je ? Vers qui je dois l'envoyer? Et puis, donc il y a des territoires où en gros il y a beaucoup d'offres de formation. Alors l'Île-de-France est vraiment le cas typique, où si on prend Paris et s'approche couronne, il y a une offre de formation qui est très, très importante. Mais il y a aussi d'autres territoires où c'est l'inverse, ou alors on va plutôt avoir peu ou pas d'offres de formation. Et donc si je suis un jeune, est-ce que je choisis mon futur parcours par rapport à l'offre de formation territoriale ou par rapport au métier que je voudrais faire? Et donc si c'est par rapport au métier, va se poser aussi la question de la mobilité et de tous les autres projets, d'où aussi le soutien que nous avons et le partenariat avec l'Association nationale des apprentis de France, pour pouvoir aussi traiter avec eux toutes ces problématiques de mobilité, de santé, qui sont un enjeu important pour l'alternance, parce que c'est souvent un des premiers freins à la formation, c'est la mobilité, notamment pour les jeunes. Et puis bien sûr, le troisième accès, c'est pour les jeunes, leur permettre aussi d'avoir bientôt un système de job board pour pouvoir suivre leur candidature, pouvoir aussi travailler avec eux sur leur CV, sur leur parcours, pouvoir valoriser ces fameuses soft skills dont tout le monde parle, très à la mode. Hein. Donc c'est, alors qu'ils n'ont pas de compétences, donc comment j'arrive aussi à les aider dans l'ensemble de leur parcours, et puis demain éventuellement pouvoir aussi revenir sur des choses qui sont beaucoup plus physiques et présentielles. S'il y a beaucoup de jeunes sur un territoire qui ont des besoins en termes de CV ou de recherche d'emploi, bah, peut-être les renvoyer aussi vers des acteurs du territoire, parce qu'il faut aussi faire ce lien entre les acteurs territoriaux. Donc c'est vraiment l'ambition de la plateforme, c'est de traiter ces 3 acteurs, et s'il y en a un qui est oublié ou qui n'est pas dans le système, on sait que la plateforme ne fonctionnera pas ou fonctionnera moins bien, parce que les jeunes viennent, bien sûr, pour les offres d'emploi, mais on voit bien qu'ils viennent aussi beaucoup pour trouver l'offre de formation.
Donc c'est aussi l'ambition pour nous, c'est de valoriser aussi l'ensemble de l'offre de formation qui peut exister sur le territoire et partout en France et aussi dans les DOM. Olivier Gauvin, donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est pour les jeunes. Alors, donc, cette plateforme Walt Community est réservée que aux jeunes de moins de 30 ans, ou est-ce que si on a plus de 30 ans, on peut aussi y adhérer? Non, elle est ouverte à tout le monde, mais on sait bien que, par exemple, le dispositif de l'apprentissage en France, même si l'âge pour rentrer en apprentissage a augmenté, c'est jusqu'à 30 ans, le contrat de professionnalisation, c'est toute sa vie. On peut, tant qu'on est en emploi, aller jusqu'à la fin de son emploi pour trouver un nouvel emploi en contrat de professionnalisation, mais on voit bien quand même que la cible, c'est vraiment le jeune. Tout simplement parce que c'est souvent eux qui ont le plus fort taux de chomage. Oui, mais ils n'ont pas les relations qu'ont quelqu'un qui a déjà travaillé. Et puis c'est quand même une plateforme d'orientation et de sensibilisation vers les métiers et les emplois. Donc la vocation a vraiment été au départ de toucher le jeune. Pourquoi je dis le jeune? Parce que même la mascotte qui a venu aujourd'hui avec moi, qui est un chat, a vraiment l'idée d'avoir les mêmes codes que des jeunes, alors que je ne connais pas, j'ai plus l'âge, mais avoir les mêmes codes, d'où Facebook Messenger et demain sur d'autres plateformes, et d'incarner ou de donner une identité, tant en termes de l'image que du langage, qui va aller les toucher. L'objectif de Walt, c'est pas d'attendre qu'ils viennent vers nous, mais c'est plutôt d'aller vers eux. C'est aussi d'utiliser les mêmes codes, les mêmes réseaux, les réseaux de jeux vidéo, les réseaux sociaux, pour aller les toucher là où ils sont. Et arrêter d'attendre qu'ils viennent automatiquement vers nous, parce que autrement on touchera toujours les mêmes types de populations. C'est-à-dire qu'on touchera toujours ceux qui ont une envie de faire de l'alternance. Alors, soit parce que c'est un vrai tremplin vers l'emploi, soit on voit bien aussi que dans la formation supérieure, c'est aussi pour payer ses études. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller toucher d'autres types de publics qui n'auraient peut-être pas envie ou qui ne connaissent pas l'alternance. Et quand je dis les toucher, c'est aussi les parents. C'est aussi aller promouvoir et valoriser l'alternance auprès des parents. On voit bien qu'aujourd'hui, contrairement à quelques années, l'alternance a une meilleure image, du fait du gouvernement qui en parle de plus en plus, même des World Skills, si vous les avez vus il y a quelques semaines, où on voyait les métiers à Kazan. On voit bien que tous ces métiers manuels ou l'apprentissage qui va au-delà des métiers manuels a une meilleure image. Mais l'idée, c'est vraiment aussi d'aller toucher d'autres types de publics, d'autres types de jeunes qui se disent qu'est-ce que je vais faire demain, quel métier je pourrais faire, et les aider à construire leur projet. Oui, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que pour un jeune, on peut tester son orientation, oui. On peut créer on crée son profil, bien sûr, ça c'est classique, mais on peut aussi capter des tips pour faire les bons choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est les tips? Les tips, c'est des petites notes qui permettent en fait aussi de donner des pistes et des astuces aux jeunes pour optimiser son projet ou son parcours. Parce que quand on est... on revient toujours à cette fameuse reproduction sociale, merci Monsieur Bourdieu, qui disait qu'en gros, si vous êtes dans un milieu favorisé, vous avez plus de facilité. Mais si vous êtes dans un milieu souvent qui est un peu moins favorisé, l'idée c'est comment je vais aider ce jeune à pouvoir faire son CV, à pouvoir chercher une alternance, à se dire tiens, vers qui je peux aller pour construire mon projet et pour éviter d'être en échec. Aujourd'hui, c'est vraiment aussi un des enjeux, c'est que tout le monde, entre guillemets, ait la même chance de pouvoir aller vers le même dispositif. Et on sait que l'alternance est un vrai vecteur ou un vrai moyen pour, avoir une formation, 2, intégrer une entreprise, faire ce double projet. Hein. On parle souvent des sportifs de haut niveau qui ont un double parcours sport et emploi. Les jeunes en alternance, c'est aussi un double projet. Et c'est aussi les aider à se dire, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je serai en capacité de suivre une formation tout en ayant une activité professionnelle? Oui, parce qu'on sait qu'il y a 300 000 demandes, par exemple, dans les postes administratifs, mais il n'y a que 100 000 offres, alors que dans l'industrie ou dans d'autres secteurs un peu plus techniques, il y a beaucoup d'offres et là, il y a peu de demandes. C'est un des premiers constats en fait, qui avait été fait par les 6 grands membres fondateurs de Walt. C'est que, alors c'est toujours souvent de façon informelle, c'est une fois en discutant entre eux, il y en a un qui dit moi j'ai 15 000 jeunes qui viennent pour faire mes formations et j'ai que 12 000 places. Et celui qui est à côté dit moi c'est plutôt l'inverse. J'ai plutôt 10 000 places, mais j'ai que 7 000 jeunes qui postulent à mes formations, alors que ce sont des métiers en tension.
Donc l'idée est aussi partie de là. C'est de dire, comment on valorise les métiers et les filières, et surtout comment on arrive à faire du lien pour que chacun puisse expliquer à l'autre. C'est-à-dire que là, lorsque on rentre son orientation, vous allez proposer aux jeunes des métiers qui peuvent rentrer dans son profil? Tout à fait. L'idée, c'est de lui donner des pistes ou des idées par rapport à son profil, par rapport à ses aspirations, par rapport à ses domaines ou ses appétences. Par exemple, je suis féru d'environnement, j'aime bien travailler dehors, enfin, que des clichés. Eh bien, peut-être qu'on va lui proposer des métiers qui sont liés à l'environnement, à l'agriculture ou à ce genre de choses. Voilà, parce que je vois par exemple des métiers comme élagueur, tapissier, cuisinier, œnologue, expert maritime, je vois, que vous proposez ce type de profession. On propose, en fait, on essaie de mettre en visibilité tous les métiers. L'idée de Wolt, c'est pas d'être exclusif, c'est plutôt d'être un agrégateur de solutions. D'où l'idée des partenariats avec les régions, par exemple, qui ont aussi une mission d'orientation aujourd'hui, avec les branches professionnelles, avec les travaux publics, avec l'hôtellerie-restauration, avec les assureurs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en visibilité l'ensemble des métiers et surtout les métiers qui recrutent. Alors, au niveau de la chatbot, est-ce qu'il y a une équipe derrière ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui prend le relais et qui répond? Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui prend le relais et qui répond. Mais l'idée, c'est plus on aura de jeunes qui viendront sur le bot. Aujourd'hui, il y en a à peu près 7000 qui se sont connectés et qui sont assez actifs. On va améliorer le bot en termes d'orientation. Et comme je vous disais tout à l'heure, demain, c'est aussi de renvoyer vers d'autres acteurs, ce qui peuvent être des missions locales, Pôle emploi, ou d'autres acteurs du territoire qui vont pouvoir aussi aider le jeune à pouvoir s'orienter. Et puis en plus de Wolt.community et du chatbot, il y a aussi une page Facebook. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 12 000 ou un peu plus de 11 500 jeunes qui créent des communautés. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans cette logique de Donc ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. La plateforme a été lancée officiellement en janvier, même si dans les faits, c'est plutôt en février-mars. Mais on voit bien qu'il y a une montée en puissance de par toute cette communication aussi sur les réseaux sociaux pour aller toucher le jeune où il est et, comme je le disais toujours, ne pas l'attendre. On vient en complément des salons de l'alternance, des salons de l'emploi qui souvent véhiculent beaucoup de trafic. Mais l'idée, c'est aussi, et je le dis toujours, c'est d'aller aussi toucher ceux qui n'iraient pas dans un salon d'emploi ou dans un salon de l'alternance, de fait de l'éloignement, de fait de la non-envie, et donc d'aller les capter où ils sont sur d'autres lieux pour qu'ils puissent être aussi informés et mieux connaître l'alternance. Olivier Gauvin, je rappelle que vous travaillez pour Opcalia qui a développé cette plateforme. Alors si on est jeune ou moins jeune et qu'on veut se connecter à Wolt, on fait comment? Eh bien, on va sur le site wolt.community, puis on crée son compte. C'est simple, la fameuse phrase en quelques clics. Vous avez pu créer votre compte et à partir de là, vous êtes dans l'environnement de Wolt. Vous pouvez après poser vos questions, créer votre profil, créer votre CV que vous pourrez envoyer également. L'idée, c'est vraiment de permettre aux jeunes d'avoir un outil clé en main. Demain, on réfléchit éventuellement à faire un coffre-fort électronique, à pouvoir mettre aussi ses diplômes de manière dématérialisée, ses badges en manière électronique, pour qu'il puisse déjà avoir son premier passeport. Son dossier complet, quoi. Son dossier complet. Et on voit bien que maintenant, on est dans la dématérialisation la plus complète et ce sera le premier pas vers une future carrière ou vers des futurs emplois, puisqu'on sait que... On a tout dans son téléphone, finalement. Ouais, on a tout dans son téléphone, ce qui va beaucoup plus vite aujourd'hui pour faire plein de choses. Alors bien sûr, Olivier Gauvin, tout est gratuit. Tout est gratuit pour les jeunes. Il n'y a pas de... Si c'était payant, ça ne fonctionnerait pas. La volonté des 6 membres fondateurs, c'est vraiment de pouvoir être dans une logique de vulgarisation de l'alternance. Et je dis souvent que un des premiers faits marquants aussi de Wolt, au-delà du bot, au-delà de la plateforme, c'est cette association des 6 membres fondateurs. Les MFR, les compagnons, Aftral, Thalys, IGS et RENASUP, puisque parfois ils pourraient être concurrents sur certains territoires, dans certaines filières, dans certaines formations. Leur volonté a plutôt été de dire on va s'associer tous les 6 pour avoir plus de poids, plus de visibilité, et au lieu de mettre un budget, communication, promotion individuellement, l'idée a plutôt de dire on va plutôt s'associer parce qu'on a le même envie, on a la même cause à défendre qui est celle de l'alternance. Oui, c'est une très belle idée. Merci beaucoup de l'avoir développée, Olivier Gauvin. Donc, je rappelle que
Surtout si vous avez moins de 30 ans, eh bien, allez sur cette plateforme walt.community et vous pourrez de là rentrer soit vos envies, soit votre orientation actuelle, soit une nouvelle, et vous aurez des propositions donc d'emploi ou de formation pour trouver du travail derrière, et c'est quand même ça le plus important. Et aussi les écoles et les entreprises, n'hésitez pas à déposer vos offres de formation et vos offres d'emploi pour mettre en visibilité au maximum de jeunes en fait. Merci Olivier Gauvin. Je vous propose tout de suite une nouvelle pause musicale et on revient avec nos invités dans une petite minute. Vous aussi, on va rappeler à la fin, on va rappeler comment faire pour vous contacter tout à l'heure. Je me dis que vous devriez peut-être épeler le nom. Oui. Parce que C'est en il y a anglais. des personnes et tout ça Ouais. qui vont. Enfin, Oui. Walt, c'est pas évident. Pourquoi le nom d'ailleurs? Je En me suis fait, c'est demandé. We Are Alternant. Ah, c'est bien d'expliquer. Ah oui, d'accord. Vous l'aurez peut-être trouvé. On va l'expliquer. Après. On va l'expliquer au retour de la pause. C'est vachement bien. Ouais, c'est super, je trouve. Enfin, des écoles qui s'associent, parce que moi, je trouve qu'il Et c'est ça. y a tellement d'écoles pour proposer les mêmes formations. Alors aujourd'hui, il y a C'est pléthore de énorme. formations. Il y a 500 filières CFA qui se sont énorme. ouvertes depuis la réforme de la loi, de la nouvelle loi. Il y a 500 nouvelles formations qui se sont ouvertes en apprentissage. Là, t'as mis On qui? voit bien que les grandes entreprises vont aussi. Oui, Lolo, et c'est Moi, j'en ai recruté un il y a 15 jours. Ouais, Mais même Ouais. les grandes entreprises maintenant Ouais, c'est réussissent ça. à créer leur propre CFA interne les titres. pour pouvoir former à Ouais, t'as leur vu. propre métier. Selon les métiers, ADECO recrute 7500 jeunes l'année prochaine dans plein de métiers. Donc voilà. Et puis c'est vrai que l'image d'expliquer, vulgariser, l'image de l'alternance en tant que soi, moi il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est important d'expliquer que... Et puis il y a vraiment l'autre jour, il y a quelques travaux publics qui disaient on a une mauvaise image de nous. C'est-à-dire que soit on ne nous connaît pas, soit on nous connaît pour des mauvaises raisons. Ça, c'est vrai. Alors que les métiers ont vachement évolué. Et aujourd'hui, on recrute 3500 jeunes par an. Les métiers de mécanicien. On a un partenaire qui dit moi, je cherche des mécaniciens agricoles. Sauf que tous les jeunes veulent faire Il mécanicien. faut qu'on y retourne, hein. Je suis désolée, mais le temps passe vite. Là, il est déjà 5, je vois. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Jérôme Arnaudis, directeur du pôle R de Suez pour les nouvelles technologies très intéressantes, hyper et puis de carbone, en compagnie de Maxime Chipoy, directeur général de Monevox, de Yoël Banay pour l'IcePack et d'Olivier Gauvin, directeur chez Opcalia et notamment fondateur de la plateforme Walt. Alors, Walt, ça s'écrit W-A-L-T, Walt.community avec un Y en anglais. Pourquoi ce nom de Walt, pour terminer, Olivier Gauvin? Walt, alors avec mon mauvais accent, c'est We Are Alternant. Voilà, c'est l'acronyme de We Are Alternant, donc c'est d'où Walt. Et donc un mot anglais. Finalement, on n'a pas réussi à trouver un mot français pour résumer tout ça? Non. C'était trop dur. C'était trop dur, et puis ça se dit bien. Et l'idée, c'est vraiment de créer cette logique de marque. Walt, ça fait penser à Walt Disney. Enfin... Oui, alors c'est sûr que si vous tapez Walt dans le même fameux moteur de recherche, et même dans celui qui est plutôt français, vous ne tombez pas sur walt.community en premier. Bon, en tout cas, je rappelle que c'est gratuit. Donc, si vous cherchez un boulot ou une formation, que vous soyez donc à la fois donc jeune ou moins jeune, et puis en même temps, si vous êtes une entreprise, allez vous connecter sur cette nouvelle plateforme pour de la formation en alternance. Et si vous êtes des entreprises, mettez vos offres d'emploi dessus, parce que vous pourrez comme ça trouver des jeunes motivés, puisque c'est ce que tout le monde recherche. Vous avez parlé des soft skills, Oui. en fait, Olivier Gauvin, et c'est vrai que toutes les entreprises qui viennent à ce micro en parlent. C'est le premier critère de recrutement. Ça n'est pas la formation, mais c'est le savoir-être en entreprise. Je pense que d'ailleurs Maxime Chipoy va confirmer. Vous êtes d'accord avec ça, Maxime? Oui, effectivement, quand on recrute des jeunes, ce qu'on voit avant tout, c'est la manière de se comporter et la curiosité, surtout l'envie d'apprendre du candidat. Alors justement, vous êtes là aujourd'hui, Maxime Chipoy, car vous êtes le directeur général de Monevox. En fait, c'est l'ancien nom de C-Bank. Tout ça, ça appartient d'ailleurs au groupe meilleurtaux.com. Alors pourquoi ce changement de nom
en Moneyvox. Alors pourquoi ce changement de nom? Parce que CBank, ça existait depuis 2003, c'est donc un site internet d'information qui au départ ne s'occupait que des sujets de banque, de crédit et de placement. Sauf qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos enquêtes que les Français étaient très très mal informés sur tous les autres abonnements de la vie quotidienne, le gaz, l'électricité, le téléphone, etc. Et les abonnements indus presque pour certains, non? Ou qu'on ne voit pas aussi? Il y a les indus, par exemple je pense notamment à ce qu'on appelle les assurances affinitaires où vous allez chez n'importe quel vendeur de matériel IFI, il vous refile une assurance sans forcément que vous soyez au courant. Mais ne serait-ce que tous les abonnements du quotidien, les gens sont très peu informés, comparent très peu et changent très peu. Et en fait, et après, on se rend compte que les gens ont du mal à finir le mois. Et on s'est dit que mieux informer les gens sur ces abonnements-là, tous les abonnements du quotidien, ça pouvait les aider à réaliser des économies. Alors c'est fantastique, cette plateforme que vous nous proposez. Donc en fait, il faut rentrer, comment fait-on? Comment ça marche? On rentre tous ces abonnements, vous avez dit EDF, je ne sais pas, assurance. Pour l'instant, on n'en est pas là. On a changé de nom cet été. Donc, il y a quand même tout un travail d'appropriation des différents secteurs. Hein. L'électricité, c'est très différent de la téléphonie, c'est très différent des abonnements Netflix, etc. Bon, pour l'instant, on est dans une première étape qui est de développer l'actualité et l'information. On a 3 types de contenus. On a les actualités, donc tout ce qui se passe dans la vie des entreprises qui fournissent des abonnements, leurs nouvelles offres, etc., qu'on décrypte, qu'on explique. On a un deuxième type de contenu qu'on appelle les pages froides, qui sont des pages de type Wikipédia, où on explique vraiment les fondamentaux des différents secteurs, ce qu'il faut bien comprendre pour faire les bons choix. Et c'est un travail qui est assez compliqué, puisque les secteurs sont toujours des secteurs très compliqués, très spécifiques, et il faut que le grand public arrive à comprendre les éléments importants et laisse tomber tout ce qui est de l'ordre du détail. Et puis le troisième type de contenu qu'on met à disposition du public gratuitement, ce sont des comparateurs qui effectivement permettent pour chaque offre de bien comprendre leurs caractéristiques et la différence avec l'offre d'à côté pour que les gens puissent savoir celle qui correspond au mieux à leurs besoins. C'est-à-dire qu'en fait, on peut comparer, par exemple, prenons le cas de tout le monde utilise de l'électricité ou de l'eau, justement, on a des abonnements quelquefois qui sont très chers. En fait, on peut comparer les fournisseurs. Alors effectivement, pour l'instant on n'a pas l'eau, mais on a l'électricité et le gaz par exemple, où vous pouvez aller sur notre site et comparer les différentes offres des fournisseurs alternatifs à EDF ou à GDF, comme on l'appelait à l'époque. Oui, parce que l'eau, de toute façon, on ne peut pas changer de fournisseur pour le moment, c'est très difficile. C'est des régies, soit comme Suez, Engie, soit des régies municipales. En fait. Pourquoi est-ce que votre groupe a veut proposer pourquoi cette nouveauté de proposer des comparateurs d'abonnements? Alors c'est pas forcément une nouveauté puisque CBank le faisait depuis 2003. Le groupe Meilleur Taux a un autre comparateur qui s'appelle Meilleur Banque, spécialisé sur les tarifs bancaires. On a voulu s'offrir parce que y a vraiment des opportunités d'économie et c'est bon pour la collectivité des Français, pour leur libérer du pouvoir d'achat, pour qu'ils puissent en faire autre chose. Donc ça, c'est l'avantage pour nous, le consommateur. Alors vous avez dit, tout est gratuit. Oui. Comment faites-vous pour vous rémunérer? Quel est votre modèle économique? Alors nous, on touche une commission à chaque fois qu'un des clients qui s'est renseigné chez nous va chez un des partenaires commerciaux, un des fournisseurs alternatifs. D'accord, donc c'est comme ça que, en fait, finalement, vous pouvez vous financer. Et donc, quels sont les abonnements les plus consommés, finalement, par les Français? Alors, il y en a de plus en plus, et c'est ça, on évoquait ce matin quand on s'est rencontrés, le fait que les Français avaient l'impression d'avoir de moins en moins d'argent. C'est pas tout à fait vrai quand on regarde les statistiques de l'INSEE, par exemple. Les Français n'ont jamais eu autant de pouvoir d'achat. Ce qui change, c'est que les Français ont de moins en moins d'argent disponible chaque mois. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, vos abonnements, c'était quoi? C'était l'électricité, le gaz, le téléphone, l'eau. En gros, c'était ça. Il y avait peut-être un peu de Canal+. Et aujourd'hui, vous avez ces abonnements précédents, mais vous avez aussi le mobile, Internet, éventuellement Netflix, les assurances affinitaires dont on parlait tout à l'heure, éventuellement pour votre voiture de la LOA ou de la LLD, location longue durée. Pour votre musique, peut-être un abonnement Deezer ou je ne sais quoi. Tout ça, ça fait beaucoup d'abonnements qui rognent sur votre argent disponible. Donc au lieu d'avoir 50 ou 100 euros d'argent disponible, vous n'en avez plus que 10 ou 20.
Et ce qui est tragique, c'est qu'on se rend compte en plus que les gens comparent très peu les abonnements et ont tendance à rester des années durant avec les mêmes fournisseurs. Pour vous, il y a une date limite, enfin il y a une date minimum, un délai minimum auquel il faut justement regarder tous ces coûts d'abonnement et changer? Alors d'une manière générale, je pense que c'est pas mal de regarder son relevé de compte au moins une fois par an pour voir ce qui passe dessus. Et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de toutes les petits abonnements qui peuvent passer sur leur compte en banque et qui, à coût de 5 €, réduisent pas mal leur pouvoir d'achat. Et de manière générale, je pense que regarder tous les 3-4 ans, faire un peu le tour de ces contrats, regarder ce qui se passe à côté, c'est quand même pas mal, puisqu'on a beaucoup de secteurs où en fait la fidélité des clients n'est jamais récompensée. C'est-à-dire typiquement le secteur de l'assurance auto ou habitation, vous n'aurez jamais de baisse de tarif, sauf si vous avez un bonus pour votre assurance auto, mais en général on ne va pas vous baisser votre tarif, et si vous allez comparer, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire 10, 20, 30% d'économie très facilement. Donc finalement, il ne faut pas hésiter à prendre son temps et à renouveler ou dire carrément à son courtier ou à son agent d'assurance qu'on veut les quitter s'ils ne revoient pas notre contrat, c'est ça? Oui, exactement. Il ne faut pas hésiter à demander des avantages si on est un client de longue date. Il faut quand même se rendre compte que, par exemple, pour la banque, en moyenne, les Français changent de banque tous les 25 ans. Aujourd'hui, on change moins souvent de banque qu'on ne change de conjoint. Oui, c'est la réalité. Alors, oui, enfin là, c'est carrément... oui, enfin, je ne sais pas si le comparatif... changer de conjoint. Mais... Et donc tout ça, on peut le retrouver sur votre site, Maxime Chipoy. Exactement. Vous pouvez retrouver ça sur notre site, qui est un site journalistique. Alors on va rappeler le nom. Oui, moneyvox.fr. Donc voilà, on va sur Moneyvox et là on a les tableaux comparatifs. Vous avez à la fois de l'actualité, des contenus plus denses et des tableaux comparatifs pour voir les différents fournisseurs. Et est-ce qu'on peut rentrer nous-mêmes nos propres fournisseurs ou pas encore, pour voir où est-ce que ça pourrait être le mieux? Pas encore, mais on va y venir. Peut-être un jour. D'ici quelques temps, vous pourrez avoir un espace personnel avec tous vos grands secteurs de dépenses et vos fournisseurs pour voir. Voilà, donc ça n'est pas encore un tableur où on peut enregistrer ses dépenses pour comparer avec ce que vous faites s'il y a mieux ailleurs, mais ça va venir peut-être. Non, aujourd'hui ce sont des comparatifs qui sont isolés, et puis effectivement dans les mois à venir, on va travailler à créer ce profil unique. Vous reviendrez nous le dire, parce que c'est intéressant d'avoir finalement, c'est comme si on avait un dossier de gestion personnalisé. C'est l'objectif. Écoutez, on sera ravis de le faire savoir dès que ce sera développé. Maxime Chipoy, alors on va rappeler l'adresse mail pour contacter Moneyvox. Alors c'est www.moneyvox.fr. Voilà, et si on veut vous contacter, on va sur la page contact, j'imagine, du site internet. Merci beaucoup Maxime Chipoy. On va tout de suite changer de sujet. On va partir dans quelques secondes à la rencontre de LifeSpack, vous allez voir. Jingle. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, oui, d'accord. On continue. Je crois que c'était une chronique. Donc, dernier sujet du jour, c'est avec Yoël Baney. Je suis toujours en compagnie de Jérôme Arnaudis, directeur du pôle R de Suez pour l'IPER si vous voulez, et le puits de carbone, d'Olivier Gauvin pour la plateforme WALT, W-A-L-T, pour la plateforme pour les alternants, l'arme fatale comme ils disent pour trouver l'alternance de votre choix, avec Maxime Chipoy dont on vient de parler de Moneyvox, et puis Yoël Baney qui nous accompagne aujourd'hui. Et Yoël Baney, vous êtes responsable commercial chez MLW et on va parler donc de LifeSpack, mais avant, que fait MLW? Expliquez-nous. Alors MLW, c'est une agence conseil en objets médias depuis plus de 10 ans. L'objet média qui est un média à part entière, encore peu connu du grand public. Pour planter un peu le décor, ça représente 1,150 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. C'est autant que l'affichage publicitaire qui, lui, représente 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ce que vous voulez dire, c'est que les objets publicitaires sont très demandés finalement par les entreprises ou par les institutions. Alors voilà, pour être plus concret pour les auditeurs, on parle d'objets de communication quand on parle d'objets médias. C'est-à-dire, en fait, c'est le fait de prendre un produit qu'on va personnaliser, qu'on va imprimer du logo ou d'un message d'une entreprise pour que nos clients puissent distribuer à petite ou grande échelle le produit afin de fidéliser sa clientèle, prospecter, se faire connaître, etc.
Voilà, donc les petits cadeaux les plus connus, c'est le stylo par exemple. Alors le stylo, c'est le chef de file incontesté des objets de communication. Et puis oui, il y a plein d'autres produits. La clé USB, la tasse, le mug, des clés USB, des tasses, des mugs, etc. Voilà, alors, ça on connaît bien. Chez MLW, en fait, nous, notre mission, elle n'est pas de fournir des produits auxquels les clients ont éventuellement pensé, mais plutôt de trouver le bon produit, au bon budget, à la bonne cible, et portant le bon message. C'est ce qui fait un petit peu la différence, et c'est d'ailleurs un petit peu la transformation que subit notre métier, puisque les clients sont beaucoup plus attentifs à la durabilité des produits. Alors donc, aujourd'hui, je vous ai contacté parce que vous avez sorti un produit qui me semble quand même extrêmement intéressant, c'est l'Icepack. Expliquez-nous un petit peu comment est venue cette idée de développer ce produit en particulier. Eh bien, l'Icepack, en fait, on travaille beaucoup dans le monde des spiritueux, et c'est un secteur en fait qui demande constamment d'avoir des nouveautés. Et il se trouve qu'on fournissait des seaux à glace en plastique, puisqu'ils sont très friands de ces contenants pour vendre leurs produits, leurs bouteilles. Du coup, on s'est dit, tiens, travaillons peut-être sur un produit qui soit original et qui soit quand même moins volumineux et moins impactant pour l'environnement. Et donc un produit plus vertueux pour l'environnement, et on a pensé à l'Icepack, qui est donc un seau à glace. Hop. C'est un seau à glace en fait nouvelle génération qui se monte comme un origami. Voilà, en fait, c'est une bande de plastique, on va dire, pliée en trois. On va le décrire pour nos auditeurs qui ne voient pas. En trois volets, exactement. Voilà, vous dépliez, vous déplie. Vous poussez vers le fond. C'est pour ça que ça fait un peu de bruit au micro. Exactement, voilà. Parce qu'à l'intérieur, il y a une couche d'isolant. L'intérieur, c'est du polyéthylène qui est recyclable et qui est étanche. Et l'extérieur, c'est un carton avec un revêtement imperméabilisé et qui sera moins nocif lors de l'incinération que du plastique. Contrairement au sang en plastique qu'on commercialise et qu'on commercialise toujours quand même pour nos clients. Et donc du coup, on n'a pas la prétention de dire qu'on a révolutionné le monde, le seau à glace, mais en tout cas c'est une première étape justement pour avoir un produit qui soit beaucoup plus utile, durable, avec une fin de vie beaucoup plus noble que celle du plastique. Et puis en plus, une fois plié, ça fait moins de 10 cm de hauteur sur une longueur d'à peu près 20-25 cm. Exactement, donc du coup il est pliable, il ne prend pas de place, son transport... On peut même le mettre dans une poche de veston, à la limite. Une pochette, la pochette de votre... facilement dans une sacoche ou dans une enveloppe, voilà. Et son transport représente quasi zéro émission de CO2, puisqu'il est peu volumineux. Alors l'avantage, c'est qu'on peut personnaliser l'extérieur et on peut mettre son logo si on est une entreprise. Exactement, l'avantage, c'est que vous pouvez personnaliser l'intégralité du modèle en rollover en fait, extérieur et en dessous. Et vous avez différents designs. Donc là, aujourd'hui, vous avez amené un design dont un, c'est un fond blanc avec des cœurs en rose. Alors vous avez un fond blanc avec des cœurs roses, voilà, je pourrais vous le laisser avec Et puis, il y en a un autre qui a le logo de I Love Paris. On a un peu l'impression de se retrouver comme si on avait visité la Tour Eiffel ou le Louvre, et puis on repart avec son I Love Paris. Donc là, il y a la 2 chevaux, la fameuse 2 chevaux et la Tour Eiffel en fond. C'est très joli d'ailleurs. Il y a plus de 10 modèles en fait qu'on a designés, qu'on a créés pour nos distributeurs, pour qu'ils puissent les revendre justement. Mais bien évidemment, on peut très bien faire une personnalisation sur toute la surface. C'est vraiment un beau support de communication, c'est un concept inédit. Et il peut servir de prime à la vente, de vente additionnelle en tout cas. Il permet de booster les ventes tout en servant de levier promotionnel pour les distributeurs. Alors l'avantage, c'est que tous les produits que vous développez chez MLW sont des produits qui respectent l'environnement, puisque vous utilisez des matériaux particuliers. Expliquez-nous un peu les mugs que vous fabriquez d'ailleurs. Alors, on s'est rendu compte en effet qu'il y a une transformation dans la génération d'objets de communication, dans le sens où avant, on voulait communiquer sur un produit lambda en plastique par exemple pour un événement, et aujourd'hui on cherche plutôt à faire passer un message sur un produit durable. Et plus les produits sont qualitatifs et utiles, plus ils seront réutilisés et conservés, et donc plus la marque sera véhiculée. Du coup on essaie de travailler, on a un rôle de conseil auprès de
nos clients, et le fait d'avoir une variété de supports nous permet de proposer différents types de produits comme différents matériaux comme de l'aluminium recyclé, comme du bambou, comme de l'amidon de maïs, comme du plastique chargé à base de matières naturelles végétales. Et c'est ce qui fait un petit peu la différence, justement. Combien de temps faut-il pour développer des produits comme cela, par exemple les mugs en bambou? Combien de temps il vous a fallu pour trouver Alors, les mugs en bambou, moi je vais plus vous parler de l'Icepack parce que j'ai été concerné en fait par ce produit-là, contrairement au mug en bambou qui est vraiment un produit connu dans le milieu de l'objet de communication. Ce qui a fait l'originalité du mug en bambou, c'est justement du fait qu'il soit en bambou, contrairement au mug plastique ou céramique. Pour l'Icepack, en l'occurrence, il nous a fallu 2 ans de développement, 2 années de développement, pour trouver un produit qui soit fiable. Bien évidemment, en ce moment, c'est une première étape. On est en train de travailler sur un modèle qui puisse être éco-conçu intégralement, mais ça demande du temps. Et puis, on essayait de voir un petit peu comment le produit avait été accueilli, puisqu'on a fait pas mal de salons comme Maison et Objets. Et le produit a rencontré un franc succès. Et donc, pour l'instant, vous fabriquez en Asie, en Chine, hein, comme beaucoup. Est-ce que vous envisagez de décentraliser, de faire revenir la fabrication en France? On envisage de travailler sur un modèle éco-conçu avec même un emballage qui puisse être biodégradable. Mais on essaye de travailler également sur une fabrication européenne, puisque en effet, en plus du développement durable, les entreprises sont de plus en plus concernés et souhaitent absolument que ce soit de la fabrication européenne. C'est une question qu'on vous pose actuellement lorsque vous démarchez des clients. On vous demande, on va même jusqu'à vous demander si la fabrication est faite en France ou en Europe. Les clients, en effet, sont de plus en plus sensibles au fait que ce soit de la fabrication européenne. Et nous, ce qu'on essaie de montrer, parce qu'on le fait justement depuis à peu près 10 ans, de la fabrication européenne, c'est qu'en fabrication européenne, on peut avoir des tarifs aussi intéressants qu'en fabrication Asie, et les délais peuvent être les mêmes, voire plus intéressants. Alors Yoël Baneil, ça coûte combien cet Icepack si on veut Alors, le prix, en fait, il est suivant les quantités que les clients nous ont achetées. Nous savons que les prix oscillent entre 10 et 15 euros. Voilà, donc, par pièce, évidemment. Par pièce, bien évidemment. En tout cas, c'est un produit qui est réutilisable quasi indéfiniment dans des conditions d'utilisation normales. Alors, si on veut vous contacter pour acheter, par exemple, l'Icepack ou autre chose, mais en tout cas l'Icepack en particulier, parce que c'est vraiment super comme produit, on fait comment, Yoël? Alors, sur le site internet icepack.fr, icepac.fr, vous pouvez très bien voir tout notre réseau de distributeurs. Sinon, les modèles, en tout cas, on a plus de 10 dizaines qui sont disponibles sur Amazon en tapant Icepack, icepac.fr. Tout simplement. Enfin, merci beaucoup, Yoël Baneil. Jérôme Arnaudy, si on est intéressé par vos solutions de dépollution de l'air, Hyper et les puits de carbone, comment fait-on pour vous contacter? Alors, vous avez le site internet de Suez, suez.fr, www.suez.fr. Et puis, on a une adresse mail dédiée, r.solution avec un s, @suez.com. Voilà, vous savez tout aujourd'hui. Vous pourrez retrouver cette émission sur Facebook, page Bar de l'économie. Pour ma part, je vais vous souhaiter une très belle journée. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Je vous retrouve mercredi. Demain, c'est Jacqueline Voraz au micro. Bonne journée à tous et merci pour votre présence. Merci.